Nous vivons dans un monde bipolaire, c'est-à-dire un monde qui fonctionne selon deux dynamiques complètement différentes, qui se croisent et qui se côtoient. Le monde, je dirais, mécanique, qui est un monde où il n'y a pas de mort en vérité, puisque on sait très bien qu'un objet peut être réparé, peut être restauré, alors que le monde proprement parlé animal est un monde où il y a une sorte d'irréversibilité. C'est-à-dire où on ne peut pas revenir en arrière. Et où le futur est toujours ce qu'il faut assumer. Je crois qu'il est important de prendre conscience de cette dualité, car cela évite bien des confusions. L'historien des textes, l'historien des systèmes, l'historien des savoirs, l'historien des traditions, en réalité, doit avant tout s'occuper de la question systémique, c'est-à-dire retrouver la cohérence du dispositif initial. Retrouver, restaurer, donc réparer. Tout objet est réparable. En revanche, on l'aura compris, s'il part du principe que l'objet qu'il étudie est un objet vivant, au sens où un objet réparable n'est pas vivant, précisément parce qu'il est immortel en quelque sorte. Donc la science du vivant, c'est une science qui nous parle de ce qui est irréversible. Même si effectivement, on peut donner naissance à de nouveaux. La science du vivant n'empêche pas le renouvellement. La naissance, c'est un renouvellement. Donc il peut y avoir une reproduction du vivant. Mais même dans ce cas-là, le problème se pose. Car on peut imaginer des robots qui se reproduisent et qui se perpétuent. Ils peuvent être réparés, mais ils peuvent aussi se réparer eux-mêmes, ou du moins se régénérer par différents processus, dont un qui me paraît intéressant et qui nous concerne directement, selon mes travaux en tout cas, c'est le fait que lorsqu'un homme et une femme font des enfants, ils peuvent aussi bien avoir des filles que des garçons. Or, les filles et les garçons sont très différents, contrairement à ce que certains peuvent dire, enfin, peu importe. Ils sont très différents. La fille appartenant davantage au monde des androïdes, je dirais. Et donc, étant actionnée par un processus qui, lui, est parfaitement répétitif, récurrent, cyclique. C'est-à-dire l'astrologie de manière générale, par exemple, ne peut qu'attester de cette dimension mécanique de l'humain. Donc, l'humain n'est pas à l'abri de la dimension mécanique, tout en relevant du vivant. Et c'est cette ambivalence, Janus, qui est intéressant. Nous sommes des êtres, pas chacun d'entre nous, mais notre humanité est constituée en partie de cyborgs, d'androïdes, et en partie d'humains terrestres qui n'ont pas été, je dirais, transformés par une certaine technologie que l'on peut qualifier éventuellement d'extraterrestres, si on ne veut pas parler de référence au Dieu de la Bible.
Donc notre humanité est double, ça veut dire que nous soyons doubles. L'humanité est double, elle fonctionne sur un double registre, ce qui fait que nos naissances, la femme quand elle accouche, peut aussi bien accoucher d'un androïde, une fille, que d'un humain à part entière, un garçon. C'est une synergie, c'est une symbiose, machine vivant, qui existe et qui existe depuis déjà des millénaires. C'est pour ça qu'il faut relativiser énormément la notion de progrès. Parce que ce que nous appelons progrès au niveau technologique, en réalité, nous faisons que découvrir ce qui est déjà en œuvre depuis des millénaires dans notre propre humanité. Sauf que nous n'avons pas pris conscience. Je fais une petite parenthèse à propos de Nostradamus. Il y a des faux qui sont remarquablement réalisés. De même qu'il y a des machines qui sont remarquablement conçues et qui font illusion et qui peuvent se faire passer pour humaines. Je suis moi-même un spécialiste des contrefaçons de tous ordres. Et je célèbre, je loue les contrefaçons les plus réussies dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Dans le cas de Nostradamus, je répète que d'après mes travaux, les centuries ne sont pas de Nostradamus, du moins sous la forme que nous leur connaissons, et elles ne sont certainement pas parues du vivant Nostradamus. Mais comme elles ont imité et repris des formes d'édition de l'époque, ça fait illusion à pas mal d'historiens, et encore actuellement à la plus grande partie d'historiens, dont notamment notre ami Patrice Guinard, qui depuis pas mal de temps s'est consacré à Nostradamus. Alors, je reviens à notre sujet, qui est cette bipolarité de l'humanité, qui implique des méthodologies totalement différentes, des approches totalement différentes, et notamment, quand on regarde la pensée de Hegel, je fais référence à une conférence débat qui a eu lieu il y a quelques jours avec Jean-Luc Berlet, eh bien, il y a une philosophie d'histoire qui est celle du vivant, donc qui est dans l'irréversibilité, et qui est celle de Hegel, qui est celle en quelque sorte de l'accouchement, si on peut dire, du renouvellement permanent, mais un renouvellement qui ne permet pas de revenir en arrière, mais que le mot renouvellement puisse vouloir dire, justement le mot re vient de rétro, c'est-à-dire quelque chose qui revient, mais là en l'occurrence, il s'agit quand même plutôt d'une sorte de progression, de progrès irréversible, se disant. De l'autre côté, il y a une vision de l'histoire, que j'ai défendue d'ailleurs lors de cette réunion, mais qui n'est pas du tout inventive, parce que moi je pense que les deux visions existent, elles cohabitent, mais épistémologiquement, on est historien de l'un ou de l'autre, même si on peut étudier les deux et les relier, mais on ne peut pas mélanger les deux méthodologies. La méthodologie face à des savoirs, bien entendu, consiste à les restituer, à les restaurer, ça va de soi, à les réparer, à les reconstruire. La méthodologie en ce qui concerne le vivant, même si on peut éventuellement, au niveau médical, rétablir quelque chose, mettre une prothèse, néanmoins, on ne peut pas, ne serait-ce qu'au niveau de l'âge, on ne peut pas revenir à l'origine, bien s'il y a le fantasme de la fontaine de jouvence, de la spagyrie. Donc voilà ce que je voulais dire. Cette problématique, elle concerne l'astrologie directement, elle concerne la linguistique, elle concerne la religion, tradition religieuse. Par exemple, moi je considère que le judaïsme peut être réformé. Parce que le judaïsme véhicule un système, une cohérence, que je pense qu'on peut reconstituer. Et par conséquent, si on peut reconstituer cet outil qu'est la pratique religieuse judaïque, dans sa conception originelle,
il serait donc logique, bien évidemment, de s'en inspirer pour réformer le judaïsme. Or, on peut constater que les soi-disant réformateurs du judaïsme n'ont rien réformé d'important. Ils ont modernisé le judaïsme, mais on voit bien d'après les textes, leurs livres de prière, etc., qu'ils n'ont pas touché à l'essentiel. Ils n'ont pas osé toucher à l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas quels étaient les véritables principes du judaïsme, notamment le principe du Shabbat, à quoi ça rimait, où ça voulait en arriver. Par conséquent, quand on ne connaît pas l'organisation, quand on n'est pas un ingénieur, on ne va pas s'amuser à corriger quoi que ce soit. Donc on ne touche à rien. On ne touche à rien parce qu'on ne sait pas ce qui est important, ce qui n'est pas important, et on ne sait pas non plus réparer. Car c'est l'ingénieur qui est capable de réparer une machine, un barrage, enfin n'importe quoi, une usine, et celui qui n'a pas le talent, la compétence, eh bien, il fait profil bas et il garde les choses telles qu'elles sont en l'état. C'est normal, c'est normal. De même qu'en linguistique, j'ai proposé une réforme de la langue française, qui n'est pas simplement une réforme de l'orthographe, mais qui peut être une réforme beaucoup plus approfondie de la somme de choses, au niveau grammatical, au niveau pronominal, au niveau substantival, etc. Je ne parle même pas de la réforme de la langue anglaise, qui serait encore un autre problème, carrément cauchemardesque. Mais je veux dire par là qu'on peut tout à fait imaginer que le XXIe siècle sera un siècle où l'on acceptera de faire des réformes. Où le public, où le peuple, où la masse acceptera de se servir de savoirs qui auront été réformés. Parce qu'actuellement, tout se passe comme si le public considérait que les savoirs dont il dispose, les langues, les religions, les pratiques religieuses, les pratiques traditionnelles, l'astrologie, etc., c'était quelque chose qui devait aller de l'avant, qui devait évoluer, et qu'il n'était pas question de les réparer, de les restaurer, de les rétablir dans leur vérité originelle. Et ça ne se limite pas, comme l'ont fait les protestants au XVIe siècle, à enlever un certain nombre de choses, mais il y a aussi des choses à réformer. Enfin, cela dit, je reconnais qu'il y a certainement des choses valables chez les réformés, et que moi-même, je me ressens tout à fait appartenir à la grande famille des réformateurs. Dans tous les domaines, bien entendu.